Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce cours magistral où on va parler de la nasologie. Donc, prenez vos cahiers de la nosologie, pardon, prenez vos cahiers et on va commencer. Donc, allons-y. Alors, on a des questions sur le thème de la conférence, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus on va dire, beaucoup plus d'ordre dans le travail. Donc, le premier point, on va parler des concepts de base de la nosologie générale, la normale, la santé, le concept d'une réaction pathologique, d'un processus pathologique, d'un état pathologique et le processus pathologique typique. Le processus pathologique typique. Ensuite, on va parler de l'étude moderne de la maladie, les stades de la maladie, les résultats, les facteurs qui déterminent les caractéristiques du développement et de l'issue de la maladie, le problème de causalité en médecine, sont les concepts de base, donc les facteurs étiologiques, la cause et les conditions de l'apparition de la maladie, la critique du monocausalisme, du conditionnalisme et constitutionnalisme. Au quatrième point, nous allons parler de l'importance de l'âge, du sexe, des facteurs sociaux et de l'hérédité dans le développement de la maladie. Ensuite, nous allons parler de la réactivité de l'organisme, donc ce type et son importance dans le développement de la maladie, les caractéristiques des mécanismes de résistance non spécifiques et de protection immunologique. Alors, la nosologie est la doctrine de la maladie. Donc, doctrine, c'est un mot qui est un peu, qui ne donne pas trop de compréhension, mais on va dire c'est l'étude de la maladie. Donc ici, on peut modifier encore, remplacer le mot doctrine par le mot étude. Donc le terme nosologie vient des mots grecs nosos, qui veut dire maladie, et logos, qui veut dire science. Donc la nosologie, en tant que science, forme les concepts et les catégories de base de la pathologie, créant des classifications et une nomenclature des maladies et étudiant les aspects sociaux de la pathologie. Donc, la nosologie étudie principalement l'étiologie générale, qui est l'étude des causes et des conditions de l'apparition de la maladie et les principes de la prévention et de la thérapie étiotrope. La pathogénèse est ainsi alors l'étude des mécanismes de développement de la maladie, des mécanismes de récupération et de la mort euh, et des principes de prévention et de la thérapie pathogénétique, ainsi que la doctrine de l'hérédité, de la constitution et de la réactivité. La sanogénèse, du latin sanitas, qui veut dire santé, et du grec genesis, qui veut dire origine, c'est le processus d'éducation. Donc, c'est la science des mécanismes de maintien de la santé et de la récupération. Personne ne nie l'importance de connaître les causes des maladies. Notre grand physiologiste russe, lauréat du prix Nobel, Pavlov, a ainsi déterminé la signification de cette connaissance de cette connaissance. Et la connaissance des causes, bien sûr, est l'affaire la plus importante de de la médecine. Tout d'abord, nous connaissons
que la cause, vous pouvez vous précipiter avec euh, précision contre elle. Deuxièmement, et c'est encore plus important, vous pouvez l'empêcher d'agir, vous pouvez l'empêcher d'agir, euh, d'envahir le corps. Ce n'est qu'après avoir connu toutes les causes des maladies que la vraie médecine devient la médecine du futur, c'est-à-dire l'hygiène au sens large du terme. Alors, on a l'étiologie, vous pouvez recopier. Euh, je vais partir directement sur la pathogénèse. Donc, la pathogénèse est la science des mécanismes du développement d'une maladie ainsi que les mécanismes de développement d'une maladie particulière dans chaque cas particulier. Dans le cadre du sujet discuté, il convient de prêter attention aux termes suivants: la norme, la santé, la maladie. Alors, on va définir ces mots. La norme est le diapason de variabilité de l'indicateur, donc caractéristique dans laquelle le fonctionnement optimal du système réactif vivant est maintenu, c'est-à-dire que la pleine exécution de la fonction est réalisée avec une consommation d'énergie minimale et un engagement structurel minimal. Donc, la norme est la conformité dynamique des caractéristiques morphologiques et physiologiques de l'organisme aux conditions euh, changeantes de l'environnement. La santé, la santé telle que définie par les experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet, et non pas seulement l'absence de la maladie ou des défauts physiques. La santé est l'optimum du fonctionnement du corps en tant que système holistique. La maladie est qualitativement nouvelle par rapport à la santé, de l'état du corps qui se produit en violation de programmes génétiques ou de l'action des facteurs pathogènes de l'environnement caractérisés par une violation de la structure moléculaire et des processus métaboliques, un affaiblissement, un manque de capacité compensatoire et contributrice du corps, une violation de l'adaptation, une restriction de l'activité professionnelle et socialement utile. L'histoire du développement des idées sur les causes de maladies ainsi que sur l'essence de la maladie commence par l'ancienne période où nos ancêtres primitifs ont commencé à se demander pourquoi ils tombent malades et ce que signifie la maladie. À chaque étape du développement de l'humanité, la réponse à ces questions a été, déterminée par le niveau de développement des sciences naturelles et la philosophie dominante. L'histoire du développement des idées sur les causes des maladies ainsi que sur l'essence de la maladie commence par l'ancienne période où nos ancêtres primitifs ont commencé à se demander pourquoi, comme je viens de le dire. Euh, dans la période antique en Grèce, dans les écrits d'Hippocrate, euh, un représentant éminent de l'école de médecine de Corse, des idées plutôt matérialistes sur les causes des maladies ont été généralisées. Donc, il chaque maladie, croyait que chaque maladie avait sa cause naturelle et que rien n'était fait sans raison. Donc, chaque maladie a sa cause naturelle et rien n'est fait sans cause. Hippocrate attachait une grande importance à la nutrition, considérant que l'excès et le manque de nutrition peuvent causer de nombreuses maladies, a souligné la nécessité de connaître l'action de divers facteurs environnementaux sur le corps humain. Bien sûr, à cette époque, les causes de nombreuses maladies étaient inconnues, y compris le grand groupe de maladies actuellement appelées infectieuses. Il convient de noter qu'à notre époque, ce groupe de maladies, compte tenu de la masse des maladies de la large diffusion, était désigné comme le mal de mer ou le vétérien.
Pourquoi, pour quelles raisons et conditions la pathologie se produit-elle? Cette question a été, cette question a toujours été et reste la clé de la nosologie et de la médecine. Au fur et à mesure que la médecine et la pensée scientifique évoluaient, il existait différentes représentations et théories de l'origine des maladies. Parmi les théories de l'origine de maladies, on peut distinguer le monocausalisme et l'émergence du monocausalisme. Le monocausalisme, d'abord par définition, est une étude absolutissant absolutisant le rôle du facteur étiologique et l'émergence du monocausalisme est liée au développement rapide de la microbiologie au milieu du 19e siècle. Les partisans de cette direction en médecine ont fait valoir que pour l'apparition d'une maladie infectieuse, la pénétration de l'agent pathogène dans le corps est suffisante et la réactivité de l'organisme, sa susceptibilité individuelle, les conditions de vie n'ont aucune importance. La position des monocausalistes a été ébranlée par la découverte du phénomène de bactériostation. Il s'est avéré une situation étrange, donc la cause de la maladie dans le corps est présente et il n'y a pas de conséquences il n'y a pas de conséquences. Donc, de maladie comme la cause et l'effet, les catégories philosophiques apparues et l'une sans l'autre ne peuvent pas exister. Il devient clair que les vues des monocausalistes contredisent la logique et le bon sens. Ici, je vous donne 2 minutes pour examiner les images et de lire donc cette belle phrase. Donc, en d'autres termes, les monocausalistes affirment que la cause est tout, l'organisme n'est rien. Vous avez bien vu.
Suivant. Alors, euh, le conditionnalisme. Non, le conditionnalisme, qui veut dire, qui vient de condition, qui veut dire condition, est une direction en médecine qui nie causalité objective de l'apparition des maladies et remplace la catégorie de la cause par le concept de la somme de conditions équivalentes et probables. Donc, avec cette compréhension de la raison, son analyse est réduite à une description formelle des facteurs impliqués. Donc, sont les classer par degré d'importance, ce qui ne permet pas aux médecins d'organiser correctement la prévention et le traitement. Pour la première fois, Aristote mentionne les facteurs de conditionnement dans le développement de la maladie. Le constitutionnalisme. C'est une direction de l'étiologie, n'est-ce pas, selon, selon laquelle les caractéristiques de la constitution de l'organisme en raison de son génotype transmises de génération en génération et des conditions environnementales à long terme sont cruciales pour l'apparition et l'évolution de la maladie. Selon les partisans du constitutionnalisme, la médecine est non seulement inutile, est non seulement inutile, mais aussi nuisible, car elle permet aux personnes ayant un génotype modifié de survivre et par conséquent assure la fixation des gènes défectueux dans la population. Les constitutionnalistes sous-estiment le rôle de l'environnement dans l'apparition des maladies humaines. La causalité et le déterminisme. Une bonne compréhension des aspects théoriques du problème de causalité en pathologie est une condition préalable à une organisation rationnelle et efficace de la prévention et du traitement de diverses maladies. Pour un médecin et un chercheur pratique, déterminer l'étiologie de la maladie signifie identifier le facteur étiologique et caractériser ses qualités, donc attributs, étudier les caractéristiques du corps humain qui contribuent ou empêchent l'apparition de la maladie ainsi que d'isoler les conditions nécessaires et suffisantes de l'environnement externe qui modifie l'interaction du facteur étiologique avec le système vivant. Le déterminisme, c'est l'étude de la relation universelle et de l'interdépendance des objets et des phénomènes. Donc, la cause de toute maladie est considérée par le déterminisme comme le résultat de l'interaction de trois éléments qui sont les suivants: le facteur étiologique, le système réactif vivant, donc du corps humain, et les conditions environnementales. Du point de vue, du point de vue de déterminisme, de l'étude de la relation universelle et de l'interdépendance des objets, euh, et des phénomènes, c'est la cause de toute maladie. Et le résultat, n'est-ce pas, de l'interaction de trois éléments, comme on vient de le citer. Le facteur étiologique est le facteur principal actif provoquant dans lequel il n'y aurait pas de maladie. Étymologiquement, la notion de facteur étiologique équivaut à la notion de facteur causal, mais pas la cause en tant que telle, car elle n'est qu'un élément de l'interaction causale. Et le facteur étiologique tombant sur un sol, voilà, favorable, système vivant sensible, si je peux le dire, d'une façon illustrative, dans certaines conditions environnementales donc nécessaires et suffisantes, provoque la maladie et lui confère des caractéristiques spécifiques. Le facteur étiologique est le principal facteur, euh, voilà, le facteur induisant sans exposition à laquelle il n'y aurait pas de maladie. Et voilà, nous avons les attributs du facteur étiologique qu'on a écrit, qu'on a cité, vous pouvez les recopier. Et les différents types de facteurs étiologiques, voilà, vous pouvez les recopier. Vous avez 2 minutes pour cela.
Euh, le rôle du facteur étiologique. Et vous pouvez créer aussi ce rôle, lire, en le tailler ensuite, et créer. Passons à la suite. L'état de l'organisme, encore du corps. Le système réactif vivant, euh, le système réactif vivant, euh, le corps humain qui interagit activement avec les agents pathogènes a la capacité de la réactivité de répondre d'une certaine manière à l'action de divers facteurs et à la capacité de résistance à résister, n'est-ce pas, à l'action des agents pathogènes. Donc, la résistance de l'organisme est assurée par des mécanismes de défense spécifiques, donc étroitement ciblés et non, euh, voilà, et non spécifiques, donc qui sont dirigés contre un large éventail de facteurs pathologiques. Donc, ici, vous pouvez voir et écrire. Ensuite, on va passer en fonction, voilà, en fonction de l'importance biologique, quelles sont les différents types de réactivité qu'on peut avoir. Donc, vous avez 2 minutes pour écrire.
au suivant. C'est toujours dans cette ordre-là de classification. Vous pouvez continuer à écrire. On a aussi le mécanisme physiologique de la réactivité. Ici aussi, vous pouvez continuer à écrire. Ensuite, nous avons les réactions du corps à la maladie. Donc, on peut citer les types suivants, pathologie, voilà, adaptative. Ici aussi, vous pouvez lire et euh, comprendre.
Bien. Les réactions adaptatives de l'organisme sont étudiées par une science appelée par la sanogénèse. Donc, le terme sanogénèse, euh, venu du latin sanitas, sont des grecs gens qui veut dire origine, a une double signification. Donc, la première signification, c'est l'enseignement sur les mécanismes de récupération de la maladie et de maintien de la santé, et le complexe dynamique de mécanismes, n'est-ce pas, de protection et l'adaptation assurant la prévention ou la restauration des violations des mécanismes d'autorégulation du corps. Donc là, on peut parler de la sanogénèse. Mais ensuite, les mécanismes de sanogénèse, nous avons les mécanismes primaires et les mécanismes secondaires. Donc, les principaux physiologiques existent dans un corps sain et intact, assurent la prévention et le maintien de la santé. Les secondaires euh, dans un corps sain sont absents, formés dans le processus de développement de la pathologie, assurent la récupération ou l'activité vitale du corps dans les conditions, n'est-ce pas, pathologiques. Ils ont les mécanismes de défense. Ils se mettre la pause et les recopier. Ensuite, nous avons les mécanismes adaptatifs. Donc, nous avons les mécanismes actifs. Donc, c'est la restructuration des statuts hormonaux, cytokines, métaboliques, réactions, comportements, fonction des organes et des systèmes, assurant un niveau élevé d'activité vitale. Ensuite, nous avons le passif. C'est donc la réduction des besoins en nutriments, en plastique, en facteurs de régulation du niveau du processus métabolique, des fonctions des organes et des systèmes, ce qui réduit le niveau d'activité vitale. Les facteurs déterminant les caractéristiques des réactions adaptatives. Il faut y mettre une pause. Ensuite, les recopier. Et nous, on va passer alors à la constitution. Donc, la constitution est un ensemble de propriétés stables de l'organisme, donc morphologique, métabolique, fonctionnel, comportemental, etc., formées sur la base de l'hérédité et sous l'influence des facteurs environnementaux à long terme. Et ici, nous avons les types euh, constitutionnels selon Hippocrate. On distingue les types suivants: sanguin, cholérique, mélancolique, flegmatique. Voilà. Ça, c'est selon Hippocrate. Après, on a selon Tchernobyl, on a l'hypo, l'hyper et le normostérique. Vous avez 2 minutes pour écrire. Ensuite, on va passer aussi selon euh, Bogomol, Bogomolt et selon Pavle. Voilà. Ici, vous avez 1 minute pour écrire.
Bien, continuons avec la suite. Là, je leur parle là. Mettre une pause, recopier. Ici aussi, vous pouvez mettre une pause, recopier. Et on va passer sur les constitutions pathologiques. Donc là, on va parler de la diathèse. Une anomalie constitutionnelle caractérisée par une réponse inadéquate aux stimuli physiologiques et pathologiques est appelée par la diathèse. En grec, des, diathésis, qui veut dire la propension ou encore la euh, prédisposition. Ça, ce sont les différents types de diathèses. Vous pouvez mettre une pause, les recopier. Mais je vous donne une minute pour les recopier. Ensuite, on va parler du rôle de la constitution dans le développement de la pathologie. Donc, la connaissance des caractéristiques des types constitutionnels permet de prévoir la possibilité de développer une pathologie, de mettre en œuvre une prévention efficace des maladies, euh, de choisir, n'est-ce pas, des bonnes tactiques de gestion, les méthodes de traitement du patient, traitement personnalisé, etc. Et comme on a de grandes personnes comme Modroff en 1820, de 1820, qui dit il est plus facile de protéger les personnes en bonne santé contre les maladies en leur prescrivant un mode de vie approprié que de les traiter. Et on peut parler, par exemple, des conditions environnementales. Donc, dans l'environnement, ce sont, n'est-ce pas, les facteurs, les circonstances ou leurs complexes qui agissant sur le corps ne peuvent pas causer la maladie en eux-mêmes, mais affectent l'apparition, le développement et l'évolution de la maladie. Nous en avons ici, vous pouvez mettre une pause et recopier. Et moi, je vais continuer en disant que les conditions environnementales comprennent les facteurs climato-géographiques, la saisonnalité, la température, l'humidité, les tempêtes magnétiques, le fond de rayonnement, etc. Les facteurs sociaux sont particulièrement importants pour le développement de la pathologie humaine, donc la malnutrition, les mauvaises conditions de développement, le stress émotionnel et mental, etc. Les facteurs de risque, vous pouvez mettre une pause ensuite, euh, les recopier très rapidement. Je vous donne 2 minutes.
Continuons. On va parler maintenant des principaux concepts utilisés en nosologie. On parle du processus pathologique. On commence par le processus pathologique, qui est un complexe de changements morphologiques, biochimiques et fonctionnels qui se développent euh, dans les tissus en violation de la mise en œuvre du programme génétique ou de l'interaction avec les facteurs pathogènes de l'environnement. On peut parler du processus pathologique typique. Ici, voilà, c'est standard, en fait, formé au cours de l'évolution de la réponse de l'organisme à l'action d'agents dommageables, combinant à la fois des mécanismes protecteurs, adaptatifs, compensatoires et dommageables. Donc, un processus pathologique typique est le processus d'interaction dynamique des réactions de dommages et d'adaptation, dont la prédominance dépend de son résultat, le développement de la maladie ou la récupération. Le processus pathologique typique est à la base du développement de nombreuses maladies de nature infectieuse et non infectieuse. On peut parler aussi de la réponse pathologique, la fonction encore, la réaction pathologique. Donc, c'est une réponse inadéquate, soit, quantitativement ou qualitativement, du système vivant à l'exposition à des stimuli ordinaires ou extraordinaires. Donc, c'est une manifestation externe du processus pathologique, euh, un symptôme de la maladie, un signe de la présence d'un processus pathologique dans le corps. Et là, maintenant, on peut parler ensuite de l'état pathologique. L'état pathologique, qui est un processus pathologique en développement à long terme. Ses conséquences ou sa récupération avec un défaut de fonction, dans l'état pathologique, une déviation persistante de la structure et de la fonction de l'organe ou du tissu par rapport à la norme qui est formée, ce qui est une signification, n'est-ce pas, biologique, biologiquement négative pour le corps. Et aussi, voilà, la maladie. Donc, je vous donne une minute pour recopier cela.
Bien, le concept de maladie est un concept clé de la médecine, car l'activité pratique quotidienne du médecin vise à détecter la maladie, à identifier son appartenance à un groupe nosologique particulier et à prescrire, n'est-ce pas, un traitement approprié. Donc, en essayant de donner euh, une définition scientifique de la maladie, il y a de graves difficultés liées à la complexité objective de cette catégorie. La maladie est qualitativement nouvelle par rapport à la santé, à l'état du corps, qui se traduit en violation du programme génétique ou de l'action des facteurs pathogènes de l'environnement caractérisés par une violation de la structure moléculaire et des processus métaboliques, donc un affaiblissement, un manque de capacité compensatoire et protectrice du corps, une violation de l'adaptation. Il existe différentes définitions de la maladie. Selon Marx, la maladie est une vie limitée de sa liberté, dans sa liberté. Selon Birkhoff, la maladie, c'est vivre dans les conditions anormales. La maladie est une violation de l'activité vitale normale du corps lorsqu'elle est exposée à des facteurs dommageables, ce qui réduit à des capacités adaptives. Là, on parle de ZA. Si on peut parler des stades ou encore des étapes de la maladie. Donc, vous avez les étapes, les stades, vous pouvez les recopier maintenant. Les stades de la maladie. Donc, on a la phase latente, prédouleur, la période prodromique, période de signe précurseur, la stade d'apogée, le stade d'apogée, encore l'étape d'apogée, les manifestations cliniques prononcées, le stade et le stade de résultat. L'intervalle de temps entre le début de l'action du facteur pathogène et l'apparition de manifestations non spécifiques de la maladie est appelée une période cachée ou latente. Donc, dans les maladies infectieuses, il est appelé incubation. La période de latence peut avoir une durée différente, de quelques minutes, avec empoisonnement par des poisons, une réaction allergique, plusieurs jours, avec de nombreuses maladies infectieuses à plusieurs mois, voilà, rage, et même de nombreuses années. Donc là, on peut parler de lèpre, du sida, des infections, voilà, etc. Dans la pathologie infectieuse, au cours de cette période, l'agent pathogène se propage, sa reproduction est le stade initial d'interaction avec les récepteurs cellulaires spécifiques dans la fixation dans les tissus. Dans les formes non infectieuses de pathologie, l'athérosclérose, donc le cancer, l'hypertension par exemple, sur les changements locaux se produisent pendant cette période qui sont compensés par des puissants systèmes redondants et ne donnent pas de manifestations cliniques. La période allant des premiers signes de la maladie au développement complet de ces symptômes est indiquée comme prodromique. Il se manifeste par euh, le syndrome de la malbouffe générale, euh, selon la ville de Sénier. Et le patient a une faiblesse, une malaise générale, un manque d'appétit, une fatigue rapide, de la fièvre. Au cœur de cette période se trouve le syndrome d'adaptation générale et la manifestation des effets, des marqueurs de dommages non spécifiques. On va retrouver par des pyrogènes, des cytokines, etc. La période prodromique n'est pas observée dans toutes les maladies. Sa durée peut varier considérablement de quelques heures, de, voilà, 2 à 3 jours. La période de manifestation clinique prononcée est caractérisée par l'apparition des signes typiques de cette maladie, ce qui reflète, n'est-ce pas, les propriétés spécifiques de l'agent pathogène et les caractéristiques de réaction du corps. La durée de cette phase varie considérablement en fonction de la forme nosologique de la maladie et peut durer plusieurs jours. La rougeole, par exemple, rubéole, etc., à plusieurs années. Là, on peut parler de la tuberculose, syphilis, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans certains cas, les principales manifestations de la maladie sont si inexpliquées qu'elles sont difficiles à reconnaître. Forme effacée de la pathologie,
La dernière étape de l'évolution de la maladie est son issue. Le résultat de la maladie peut être la récupération, la transition vers une forme chronique, une étape pathologique ou la mort. La récupération est le processus de restauration de l'activité vitale normale du corps après une maladie et son adaptation à l'environnement. La récupération peut être complète dans le corps, il n'y a pas de traces de ces troubles qui étaient dans la maladie, et incomplète, différents degrés de gravité de la violation des fonctions des organes individuels et leur régulation sont conservés. La maladie est inséparable de la santé. Euh, donc, une bonne compréhension de la maladie peut être basée sur une bonne compréhension de la santé. La norme biologique est la plage, bon, voilà, la norme de variabilité d'un indicateur ou d'un train dans lequel le fonctionnement optimal du système vivant est maintenu. L'optimum de fonctionnement est l'exécution complète d'une fonction biologique avec une dépense énergétique minimale et une implication minimale des structures de travail. La norme n'est pas une constante rigidement définie, mais un optimum dynamique, dépendant des caractéristiques individuelles de l'organisme et de son état fonctionnel. Donc, les indicateurs de la norme établie pour l'état de repos changent de manière significative dans l'état d'activité avec effort physique, stress émotionnel. Ils sont caractérisés comme normaux pour cet état fonctionnel. Euh, Si vous déterminez la glycémie d'un athlète au départ et à l'arrivée d'une distance marathon, les valeurs numériques très différentes de cet indicateurs seront certainement obtenues. Cependant, les deux sont la norme, en tenant compte du fait que valeurs les valeurs initiales de l'indicateur ont été obtenues au repos et les valeurs finales après un effort physique intense. Il n'y a pas de norme abstraite, de norme en général. Donc, la norme est toujours liée, n'est-ce pas, à un certain état fonctionnel de l'organisme ou à des conditions réelles spécifiques de son existence. Donc là, on peut parler de l'activité physique, de l'apaisanteur, de l'hypoxie, hypobare, etc. En soi, la différence des indicateurs et même leur dépassement au-delà de la norme moyenne n'indique pas encore la pathologie. Mais il est très important de savoir que le terme norme peut être utilisé pour caractériser, n'est-ce pas, un, un paramètre particulier, donc la pression artérielle, le taux de sucre, pour évaluer une fonction, la sécrétion biliaire, la sécrétion gastrique ou l'activité d'un organe système. Donc la norme pour l'organisme entier est la santé. La santé, telle que définie par les experts de l'OMS, est un état de bien-être physique, mental et social complet. Et nous avons ici les définitions données par Karl Marx et Socrate. Vous pouvez les recopier. Ensuite, je vous donne ici 2 minutes pour recopier ce que vous voyez lire et essayer de comprendre.
La suite, la comorbidité. Je vous donne 2 minutes pour recopier cela. Et ensuite, on va passer à la multimorbidité. Bien, la multimorbidité est une combinaison de nombreuses maladies chroniques ou aiguës et de processus pathologiques chez une personne qui ne sont pas liés entre eux par des mécanismes pathogénétiques prouvés à ce jour. Et les principales dispositions de la comorbidité, vous les voyez, vous pouvez mettre une pause, ensuite les recopier et on est arrivé au fin de notre cours magistral. Merci beaucoup. Nous, nous espérons que vous avez compris. Prenez bien soin de vous. Au revoir.